Comment éclairer un sujet avec plusieurs sources de lumière en studio? C'est la question de la semaine pour cette dernière vidéo du challenge photo sur le portrait en noir et blanc. Pour y répondre, je te propose de décortiquer un éclairage de studio tout simple, réalisé avec plusieurs sources, avec la jolie Julie. On en parle tout de suite avec les membres du Club Photo en ligne. Comment photographier donc un sujet donc en portrait noir et blanc en studio avec 3 éclairages, et ça en 5 étapes. Déjà, là, sur cette première image, on a notre modèle qui est Julie, qui est sur un fond blanc. Et elle a une tenue qui est relativement claire, donc clair sur clair, ça ne matche pas trop. L'idée sur le noir et blanc, c'est notamment d'essayer de jouer sur les écarts de contraste et notamment essayer de positionner plutôt le sujet sur un fond sombre, ce qui permet de la faire ressortir un peu plus. Donc là, le schéma d'éclairage que j'ai utilisé, c'est ça. Je vous le détaille un par un. Dans un premier temps, l'éclairage que vous voyez tout de suite, il n'y a qu'une seule lumière d'allumée, c'est cette grosse boîte à lumière que vous voyez sur la gauche. Là. Voilà. Donc cette boîte à lumière, elle va être dirigée sur le modèle de manière latérale et elle va éclairer notre modèle de manière, on la voit bien dans son œil là. Tac, vous voyez la boîte à lumière ici? Vous la voyez bien dans son œil? Oui. Ouais. Et c'est ça qui nous permet d'éclairer le modèle de manière latérale. Donc ça va nous permettre d'avoir une ombre qui va être positionnée sur le côté droit et qui va creuser un petit peu la joue. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, ça c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va déboucher légèrement cette lumière. Enfin, la lumière crée une ombre, et cette ombre, on va la déboucher légèrement avec un réflecteur qu'on va mettre juste en face de l'éclairage principal. C'est-à-dire que pour pouvoir renvoyer la lumière, il faut qu'il soit en face. Donc le mieux, c'est de le mettre carrément à l'opposé. Pardon, excusez-moi. Hop. Et du coup, on voit, ça c'est l'image sans le réflecteur. Et quand on ajoute le réflecteur, vous voyez sur le côté, là, ici, je vais essayer de zoomer un petit peu moins. Tac. Voilà. Sur cette partie-là, ça va nous éclairer un peu le modèle. Vous voyez que là, le bras, il est très sombre. Hop, on l'éclaire un tout petit peu, ça va nous donner un petit peu de relief sur le bras. Ensuite, troisième étape, on va donner de la profondeur avec ce petit cone spot là, ici, ce petit éclairage. Je vais zoomer un peu dessus. Tac, ici, qui va éclairer l'arrière-plan. Parce qu'en fait, si l'arrière-plan il est trop sombre, ce qui est le cas sur les 2 premières images, on a un arrière-plan qui est très sombre. Du coup, qui c'est qui sonne? C'est Michel? Ah, c'est bon, ça va répondre à moi. Non, ça va décrocher. C'est bon. Ah, c'est pas toi, c'est Michel. Mais c'est lequel de Michel qui sonne? C'est le mien. Ah, d'accord. Michel. Mais vous vous appelez l'un l'autre, en fait, c'est ça? Non. Vous avez le même numéro, vous êtes dans la même pièce. Bon, je continue. Alors, du coup, oui, où j'en étais. Donc, si on n'éclaire pas l'arrière-plan, il y a assez peu de profondeur en fait dans l'image. Donc, du coup, l'idée, c'est de mettre un deuxième éclairage qui va éclairer l'arrière-plan pour donner de la profondeur. Alors, cet éclairage, on peut lui donner un petit peu la forme qu'on veut. Et là, en l'occurrence, j'avais mis un petit, un petit snout qui permet d'avoir des formes un peu particulières. Et là, ça fait des formes un peu comme une persienne que j'ai mis très très floue et qui donne de la profondeur. Vous voyez que ça donne un peu plus de relief. Là, c'est plat. Là, on débouche un peu. Là, on commence à donner un peu de la profondeur à l'image. Ça lui donne de la distance par rapport au fond. Ce n'est pas écrasé, en fait. Troisième étape. Excuse-moi. Oui, vas-y, t'en prie. J'ai une question. C'est quel type de lampe tu utilises? Une lampe normale ou c'est des lampes spéciales pour l'éclairage du fond? Alors, dans tous les cas, c'est des flashs de studio. C'est-à-dire qu'ici, on a un 200 joules. Pour le portrait, j'utilise généralement du 200 joules parce que comme on est très très proche, tu vois, la boîte à lumière, elle est très proche. Si tu as des lampes qui sont trop puissantes, alors tu peux prendre des 400 joules qui sont récents et qui permettent de descendre très très bas en puissance. Mais si tu as des 200 joules comme moi qui sont un peu anciens, ils ne descendent pas très très bas et du coup, ça tape fort. Donc, il vaut mieux prendre du 200 que du 400 joules. Les 400 joules modernes, je te dis ça parce que j'ai testé des Godox il n'y a pas longtemps, ils descendent au 1/128e de la puissance, alors que moi, mes 400 joules que j'avais, ils descendaient au 1/8e. Tu vois, c'est pas la même chose, quoi. Donc là, tu vas prendre un premier flash qui va taper
pas très fort parce qu'il est à faible puissance et qui va être très proche de son sujet. Le deuxième éclairage qui est ici et qui va éclairer le fond, en général, je prends des 400 joules parce que même en les mettant en uni, comme tu es loin, ça tape un peu, mais ce n'est pas grave. Là où ça va être plus important, ça va être sur la prochaine lumière. Dans tous les cas, moi, j'utilise que des... Enfin, quand je fais des portraits, hein, que des flashs. C'était ça ta question? Ouais, savoir quel type d'éclairage c'était. Et je vais y venir après sur le dernier parce qu'il y a une petite particularité sur le dernier. Merci. Donc là ça nous permet d'éclairer le fond. Et alors, la petite particularité sur le dernier, elle est aussi valable sur celui-ci, c'est-à-dire que comme en fait je mets un snoot optique qui permet de glisser des petites formes, des espèces d'emporte-pièces devant, des gélatines, ce genre de choses, de préférence pour ce flash-là, celui qui va, sur lequel on va glisser des petites formes dessus, je vais utiliser un flash qui a une lampe pilote en LED pour éviter que ça chauffe trop, parce que sinon ça nous brûle les gélatines. Il y a même les flashs, les modeleurs assez récents comme les snoot optiques, ils ont du mal à supporter les lampes tungstène parce que ça chauffe trop. Ils sont plutôt faits pour fonctionner avec des LED qui chauffent quasiment pas. T'es toujours là, Jean-Baptiste? Ouais. Ah, oui, pardon, j'avais juste coupé la cam, mais j'étais toujours là. Ok, c'est bon. Et j'écoutais. T'écoutais? Bon, ça va. Oui. Donc, du coup, plutôt LED, c'est bon? Ouais. Dernier éclairage, c'est... La plupart des flashs, c'est en LED ou d'ailleurs ou Alors, les flashs récents, maintenant, ils sont en LED. Hein. Ouais. Les flashs un peu plus anciens, c'était des lampes à filament. Ce qui a quand même un inconvénient, c'est que comme ça chauffe, dès que tu es sur des cônes spot, ton cône il va vite chauffer. Dès que tu es sur des snoot optiques, c'est-à-dire des choses où tu vas pouvoir mettre des gélatines, des petits filtres devant, la lumière, enfin la chaleur est concentrée à l'intérieur et du coup c'est très très chaud et c'est un petit peu gênant. L'autre inconvénient, quand tu es dans un studio, quand tu es chez toi et que tu ne bouges pas trop, c'est pas trop gênant. Mais quand tu fais des photos en extérieur, enfin, quand je dis en extérieur, c'est quand tu te déplaces et que tu les montes, tu les démontes. S'ils sont chauds, les lampes à filament, elles cassent, quoi. Et c'est vrai que ça coûte vite cher. L'avantage avec les LED, c'est que ça chauffe moins, ça dépense moins d'énergie, donc du coup, ça dure plus longtemps. Enfin, ça dure plus longtemps. Tu vas moins bouffer tes batteries et puis surtout, ça casse moins, quoi. Et ça se recharge plus vite, j'imagine aussi, non? Ça, c'est plus lié à la batterie. Mais c'est surtout que, comme c'est des LED, ça consomme moins, donc ça se décharge moins vite. D'accord. Voilà. Te dire après que ça se recharge plus vite, je ne m'avancerai pas. Mais en tout cas, ça se décharge moins vite, ça, c'est sûr. Alors, il y a par contre des choses qui sont un petit peu embêtantes, comme un des flash newer que j'ai testé récemment. C'est un flash avec des LED, donc c'est très bien. Par contre, il a un inconvénient, c'est que pour faire des économies d'énergie, la lampe pilote se coupe au bout d'une minute. Alors, quand tu es en extérieur, ce n'est pas gênant parce que tu utilises la lampe pilote juste pour voir à peu près comment tu fonctionnes et après tu la coupes. Mais quand tu t'en sers comme un vrai flash de studio, souvent tu travailles dans le noir. Donc du coup, si la lampe pilote elle se coupe toutes les minutes, c'est vite très très chiant. Très 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 chiant. Voilà, donc c'est à savoir. Il faut quand même vérifier ce genre de petits détails qui peuvent vite te pourrir la vie. Mais à la base, ça part d'une bonne intention de la part du fabricant. Je leur ai posé la question, ils m'ont dit que c'était comme ça et que malheureusement, ils ne pouvaient pas le changer. Il n'y a pas d'option qui permet de l'enlever, mais c'est vrai que ça peut être embêtant sur le Vision 4, je crois, c'est un peu le cas. Voilà. Après, donc là, on en était à cette partie-là. Ensuite, le dernier éclairage qu'on peut faire, c'est rajouter de la lumière dans les cheveux. Vous voyez, dans les cheveux, avec. Hop. Vous voyez la lumière dans les cheveux à l'arrière, là, qui éclaire bien. Et ça va nous donner non pas de la profondeur, mais du relief au sujet. Et ça, c'est un éclairage qui est ici. Alors, je l'ai mis, on peut mettre un peu ce qu'on veut. On peut mettre une boîte à lumière si on arrive à l'approcher suffisamment pour pas qu'elle soit dans le cadre. Mais il faut que ce soit une petite boîte à lumière pour pas que ça diffuse trop large, parce que sinon, ça va éclairer un peu partout et c'est un peu compliqué. On peut mettre un petit bol avec une grille d'abeilles pour que ça concentre un peu la lumière.
Un cone spot, ça marche bien aussi. Ou une Fresnel, c'est bien une lentille Fresnel. C'est plus onéreux, mais ça permet de varier un petit peu la largeur de la lumière qu'on va mettre dans les cheveux. Un truc sur lequel il faut faire très attention, moi je fais toujours attention à mettre l'éclairage du côté en fait où le visage il est caché par les cheveux. C'est-à-dire que là on voit par exemple le modèle, il va être tourné, je ne l'ai pas tourné, mais il va être tourné sur le côté face à la lumière, et du coup la lumière va arriver sur ses cheveux ici comme ça. Si on le met dans l'autre sens, le risque en fait c'est qu'on pourrait, hop, voilà, ça va arriver. Voilà. Si je mettais la lumière de l'autre côté, au lieu d'éclairer les cheveux, j'éclairerais non seulement les cheveux, mais en plus, j'éclairerais une partie du visage. Donc, il y aurait des impacts de lumière qui se formeraient sur le visage. Donc, l'idée, c'est plutôt de la mettre vraiment dans le dos du modèle, sans que ça aille taper trop sur son visage. Alors, ça peut être joli sur certaines photos, mais il faut le faire en connaissance de cause et il faut le doser. Si vous éclairez les cheveux, enfin le dos du modèle et ses cheveux en tapant un peu fort et si ça se voit, ça risque de faire une raie de lumière sur son visage, ça peut être pas très heureux. Alors, autre précision qui est intéressante, c'est que là, on a une personne qui est brune, donc on peut taper très fort sur les cheveux. Si on a quelqu'un qui a des cheveux très clairs comme Véro, là, pour le coup, on n'a pas besoin de taper très fort. Au contraire, il va falloir y aller doucement parce qu'en fait, les cheveux vont prendre la lumière et ils vont être vraiment très lumineux. Donc, ça va y avoir une transparence sur les cheveux. Et là, il faut y aller tout doucement. Une brune, vous pouvez taper comme un bourrin parce que les cheveux, ils vont couper la lumière. Alors qu'une blonde, ça va vraiment avoir un effet translucide, ça va passer au travers et ça peut vite griller les cheveux. Donc, y aller tout doucement. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on a positionné notre éclairage donc, sur le devant, on a débouché notre ombre, on a éclairé l'arrière-plan, on a éclairé les cheveux. Tout ce qu'on a à faire, c'est à jouer avec… Alors, on peut faire différents arrière-plans sur le fond, et après, on joue avec notre modèle. Alors, toujours une chose qui est importante dans le studio, ça c'est un truc que je vois souvent, les photographes tournent autour du sujet. C'est bien en reportage, en studio, on reste dans le même axe. C'est l'éclairage qui tourne, parce qu'on construit l'éclairage, on ne travaille pas en réaction, on travaille en construction. Donc, ce n'est pas le photographe qui va se déplacer de droite à gauche pour tourner autour du sujet, sinon on va se retrouver avec le décor en fond. Et puis, si vous faites là par exemple, je vais projeter la lumière d'arrière-plan ici, mais si je me déplace, ma lumière d'arrière-plan, elle n'est plus au bon endroit. Donc, je n'ai plus le même reflet. Enfin, j'ai plus le même relief, en fait, puisque mon impact, il n'est plus derrière mon modèle, il va être décalé. Donc, on reste toujours sous le même axe et on fait tourner la lumière et on fait tourner le modèle. Ce n'est pas évident, ça. C'est un des trucs les plus difficiles, c'est qu'on passe notre vie de photographe à essayer d'apprendre à tourner autour du sujet. Et quand on est en studio, il ne faut surtout pas le faire. On reste dans l'axe de la prise de vue et du fond. Est-ce que tu es sur trépied ou est-ce que c'est par contre à main levée tout le temps ou ça dépend? Alors, là, en l'occurrence, pour cette prise de vue, j'étais sur trépied parce que je voulais que mon cadrage reste strictement le même et je voulais pouvoir me déplacer, c'est-à-dire changer mes lumières sans que ça bouge. Donc là, en l'occurrence, j'étais sur trépied. Si je photographie une petite famille où tu vas devoir faire des allers-retours pour positionner les personnes les unes par rapport aux autres, deux personnes, par exemple, là où c'est encore plus compliqué, c'est quand tu as un bébé ou un enfant, il va falloir que tu fasses des allers-retours pour attirer le regard. Tu approches ta main pour attirer le regard, tu fais des allers-retours. Là, tu te mets sur trépied. Pose pas de questions. Par contre, pour un portrait, c'est mieux d'être à main levée parce que je vais faire des verticales, des horizontales, des plongées, des contre-plongées parce que tu ne te déplaces pas trop droite-gauche, mais par contre, tu peux te déplacer légèrement au bas. Tu vois, tu peux te mettre un peu plus bas, un genou à terre. Tu peux monter sur un tabouret pour faire une vue un petit peu plus plongeante. Sur des visages un peu ronds, ça peut donner un peu plus d'allongé au visage. Tu vas rendre ton visage un peu plus ovale. Ça peut être intéressant. Il ne faut pas trop écraser son sujet. Mais sur un portrait un peu serré, sur un visage rond, ça peut donner quelque chose de très joli. Donc, il faut pas s'interdire de bouger, mais dans une certaine mesure. Et le trépied, à la fois, il est intéressant dans certains cas, à la fois, il peut être handicapant dans d'autres. Donc, je dirais, si tu veux faire un tuto, tu te mets sur trépied pour garder toujours les mêmes images. Si tu veux faire de la mise en scène, là, tu te mets sur trépied aussi pour pouvoir faire des allers-retours et jouer avec ton modèle et jouer avec les accessoires et jouer avec les différents personnages. Par contre, si tu as un seul modèle et que tu travailles plus en interaction,
Là, il faut rester dans le mouvement, il faut rester dans le dialogue. Et pour le coup, le trépied est moins intéressant. Ok. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Agnès? Non. Michel? Non, rien de spécial. Non, Ouais. je regarde ouais, comment positionner l'éclairage. Oui, c'est pas évident. C'est vrai que le studio, on en fait, enfin, c'est à découvrir, quoi. C'est En passionnant. intérieur aussi, quoi. Quand on fait des photos en intérieur aussi, c'est important de savoir. On n'a pas toujours la bonne lumière, et puis c'est vrai qu'il faudrait prendre le temps de vraiment de positionner des éclairages, de réfléchir avant, effectivement, à ce qu'on va faire. Bah, c'est assez simple, hein, parce que quand tu travailles en intérieur, toute la difficulté, c'est ton manque de lumière. Donc, tu vas être contraint par par les limites techniques. Tu vas être au taquet en ISO, tu vas être au taquet en ouverture, tu vas faire ce que tu peux en vitesse. Et du coup, ça te contraint. Quand tu utilises des flashs de studio, quand tu utilises des flashs en intérieur, tu vas te libérer. Tu as une puissance énorme. Donc, tu vas pouvoir te libérer de tout ça. Après, il faut apprendre à le doser. Mais tu vois, souvent, les gens ils disent « j'aime pas le flash parce que ça se voit ». Là, il n'y a que du flash. Il n'y a pas de lumière naturelle du tout. Et pourtant, la lumière de studio, c'est magnifique. Et c'est magnifique parce que c'est bien dosé, parce qu'il y a des modeleurs qui sont devant et qui vont permettre de doser les ombres et de les modeler comme tu veux. Et tout ce que tu vas, tout ce que tu vas perdre en réactivité parce qu'il va falloir que tu installes tes lumières, bah, tu vas le gagner au niveau des réglages parce que tu vas choisir tes réglages une bonne fois pour toutes et ensuite tu vas juste travailler ta lumière. C'est-à-dire qu'en reportage, tu passes ton temps à bidouiller ton appareil photo. Là, tu fais ton réglage sur ton appareil photo et c'est fini. Après, c'est tes lumières que tu vas adapter pour qu'elles soient, en termes d'orientation, de modelage et de puissance, en mesurant bien sûr, qu'elles correspondent au réglage que tu as décidé. Donc, c'est vraiment une construction différente et une approche différente de la prise de vue qui est plus en construction qu'en réaction, mais qui, quelque part, une fois que tu as compris les grandes mécaniques qui sont finalement assez simples, te libère énormément. Donc, ce n'est pas si contraignant que ça, le studio. Au contraire, ça peut vite devenir, une fois que tu as compris comment ça marche, quelque chose de très, très cool parce que finalement, tu es moins dans la contrainte, mais plus dans la construction. Voilà. Et c'est vrai que souvent, on se dit, bah, y a du matériel, c'est compliqué, il faut gérer les choses. Mais ça se fait bien, hein. Ça se fait vraiment très, très bien. Véro, t'en fais un peu, toi, de flash ou pas? Et très peu parce que je ne suis pas équipée en fait. J'ai juste un petit Cobra de base. Ça peut suffire flash, que ça. Ça peut suffire hein, Voilà, si tu peux le déporter. Je me contente de lui et à côté de ça, avec des spots fixes, de lumière fixe que j'essaye de moduler comme je peux. Des lumières continues du coup. Voilà. Et les lumières continues, mais bon. Alors, pour les portraits, les lumières continues, c'est moins intéressant. Je sais que tu fais pas mal de. Enfin, je ne sais pas si pour ton travail, tu fais des figurines, ce genre de choses. Là, pour le coup, c'est très, très bien. Ouais. Faudrait que tu nous en parles un jour des figurines parce que c'est très chouette ce que tu fais aussi. Ben ouais, pourquoi pas. Avec plaisir. Et toi, Michel, du coup, tu fais un peu tu utilises un peu les flashs de studio ou pas du tout? Pas du tout. Michel, garçon. Pas du tout. Pas du tout? Non. Bon, rien à ajouter du coup sur ce point-là, quoi. Non, pas du tout. C'est très intéressant de placer les lumières de manière à avoir le résultat qu'on veut. Donc là, j'ai plein d'idées en tête, mais ça viendra quand j'investirai dans du matériel. Eh bien, avec plaisir. Et toi, Jean-Baptiste? Moi, j'en fais pas encore. Hein. Bon, là, en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais justement, j'étais en train d'y penser et j'ai une question à ce sujet. C'est que j'avais pensé éventuellement un jour aménager un studio dans mon sous-sol. Seulement, je pensais, j'ai 2 mètres de hauteur. Est-ce que ça fait pas un peu juste parce que je vois en général, j'ai vu les photos de toi, ton studio. Bon, il y a un petit peu plus de hauteur que ça. Et en général, notamment, je vois l'orientation des flashs, ça part plutôt du haut vers le bas. Et je me dis, avec 2 mètres, ça fait peut-être un peu juste. Alors, 2 mètres, c'est un poil juste. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, tu vas avoir du mal à faire des plongées. La deuxième, c'est qu'il faut souvent, tu as les lumières qui sont un peu en plongée. Donc, si ton modèle il est assis, ça va. Dès qu'il va être debout, ça va être un peu compliqué. Et la deuxième, c'est que la lumière, elle va, comme il n'y a pas beaucoup de hauteur,
tes lampes, elles vont aller, enfin tes éclairages, ils vont aller taper sur le plafond et ils vont te renvoyer de la lumière. Donc en fait, ça va te faire un espèce de réflecteur. Tu vois, le petit réflecteur qu'on a rajouté là, ça va te faire la même chose partout au plafond. L'intérêt d'avoir des plafonds qui sont très hauts, c'est que la lumière, elle se perd et du coup, elle ne revient pas, ou peu. Donc du coup, tu peux vraiment séquencer tes éclairages. Tu vois, là, mon modèle, je ne l'ai pas collé au fond. Je l'ai vraiment détaché du fond. Et en général, sur un portrait individuel, mon modèle, il est à peu près au minimum à 2 mètres du fond, 2,50 m. Pour que je puisse éclairer différemment le premier plan et l'arrière-plan. Plus tu vas avoir des fonds, plus tu vas avoir des plafonds, plus tu vas avoir des murs qui vont être proches, plus la lumière, elle va rebondir et elle va déboucher tes ombres. Donc, tu vas vouloir créer du modelé, mais en même temps, les murs, ils vont renvoyer. Donc, la solution, c'est de faire, pas comme dans mon studio où j'ai peint tout en blanc, parce que moi, je m'en sers d'une grande boîte à lumière de mon studio, parce que j'ai 3 mètres, 4 mètres de plafond, et puis j'ai un peu d'espace. Moi, mon studio, c'est un petit studio de portrait. J'ai entre 40 et 50 mètres carrés, je ne sais pas combien exactement, mais à peu près. Donc, c'est un petit studio avec 4 mètres de plafond. Si tu as un endroit qui est petit, peins-le en noir. Bah, c'est déjà foncé au plafond. Ouais, ou tu laisses foncer parce que ça évitera que la lumière elle rebondisse partout. Et après, si tu as besoin de renvoyer la lumière, tu mettras un cache blanc. Tu peux prendre des grands bouts de polystyrène, tu prends un grand bout de carton et tu le peins en blanc, ça peut le faire. Mais du coup, ça évitera que la lumière elle rebondisse partout et qu'elle revienne trop parce que sinon ta lumière elle sera ronde tout le temps. T'auras toutes tes ombres vont être débouchées en permanence et tu vas perdre ton modelé. Voilà. Ok. Mais après, un studio, c'est 2 choses. C'est un éclairage et c'est un espace. Mais quand on dit studio, on pense souvent à un endroit. Mais je vais vous montrer ça de plus en plus parce que cet été, dès qu'il va faire un peu beau, je vais sortir de plus en plus les flashs. Mais vous avez dû voir un petit peu, même cet hiver, je sors les flashs de studio, que ce soit en forêt, que ce soit… là, je vais le faire pour le sujet de mai qui va être le sport. Je vais le faire sur un terrain de sport. Hein. Je vais emmener les flashs de studio et on va faire des photos de studio en extérieur. Donc, c'est un lieu et des éclairages. Si vous avez l'éclairage, vous pouvez l'emmener dehors. De plus en plus, les flashs sont autonomes. Et même les flashs Cobra, a fortiori, ils n'ont pas de lampe pilote, ce qui est le gros inconvénient. Par contre, le gros avantage, c'est que vous pouvez les balader où vous voulez. Et c'est intéressant, ça. Merci. Plus de questions? Ça va. Ça va. Eh bien, on passe à la suite. Pour aller plus loin, je te recommande le dossier sur la photo noir et blanc du magazine Compétences Photo de mars-avril, avec notamment un article d'Hervé Cafournet, qui était l'invité du Club Photo ce mois-ci. Tu peux également retrouver tous les cours et toutes les ressources sur le portrait en noir et blanc dans le module spécifique qui est réservé aux adhérents du club sur mon site internet. Et la semaine prochaine, on commence un nouveau challenge. En mai, ça va bouger un petit peu puisque je profite de mon premier marathon en tant que coureur, pas en tant que photographe cette fois-ci, pour te proposer un challenge sur la photographie sportive, en tout cas si j'y survis. Alors, photo de sport, oui, mais loisir, puisque l'idée, c'est pas d'aller choper une accréditation pour la Coupe du Monde de foot. On va donc rester sur du sport loisir, c'est-à-dire du sport que tu peux photographier le week-end assez facilement proche de chez toi. En attendant, je te reposte en description le lien vers les cours sur les principaux réglages, par ici et par là. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi et mets un pouce vers le haut, même plusieurs si tu peux, pour soutenir la chaîne. Rejoins-nous sur Facebook et pourquoi pas sur les coachings du Club Photo en ligne sur mon site. Un grand merci à mon modèle, la jolie Julie. Je te ligne son compte Insta pour aller voir ses photos et d'abonner à son compte. En attendant, bonne semaine et bonne photo.